Août 1966, quelque part au-dessus du Nord-Vietnam, à plus de 10 000 mètres d'altitude, le ciel est d'un bleu presque irréel, trompeur, ce genre de bleu qui fait oublier que la mort peut surgir en quelques secondes. Dans le cockpit d'un F-4 Phantom II, le lieutenant-commandant Richard Adams scrute l'horizon à travers son viseur. Les moteurs grondent derrière lui avec une puissance sourde, presque animale. À ses côtés, dans le siège arrière, son officier radar, celui qu'on appelle le WSO, le Weapons Systems Officer, surveille ses instruments en silence. Puis soudain, un signal. 2 points lumineux sur l'écran. Des MiG nord-vietnamiens. Ils arrivent vite. Adams serre les commandes. Il sait ce qui l'attend. Son F-4 est un monstre de technologie, l'avion de combat le plus avancé que l'Amérique ait jamais produit. 2 moteurs à réaction capables de le propulser à plus de 2 fois la vitesse du son. Un radar capable de verrouiller une cible à 50 km. Des missiles air-air conçus pour détruire n'importe quel avion ennemi sans même avoir à l'approcher. Sur le papier, c'est une machine invincible. Et pourtant, quelques secondes plus tard, le MiG est derrière lui. Le paradoxe. Il y a dans l'histoire de l'aviation militaire peu de paradoxes aussi saisissants que celui du F-4 Phantom II. Cet avion, considéré lors de sa conception comme l'apogée de la puissance aérienne moderne, célébré par la marine américaine comme le chasseur qui rendrait le combat rapproché obsolète, allait se retrouver au-dessus des rizières et des forêts du Vietnam, dangereusement vulnérable face à des avions soviétiques plus vieux, plus légers et bien moins sophistiqués. Un chasseur sans canon, un intercepteur conçu pour tuer à distance, dans un conflit qui allait Cloud's response was interrupted Bashiklara Ayirma. Side mettant Oniki, Onuch, le chasseur imparfait qui ne savait pas dogfighter, mais devint le jet le plus redoutable d'Amérique, le F-4 Phantom, 2 août 1966. Quelque part au-dessus du Nord-Vietnam, à plus de 10 000 mètres d'altitude, le ciel est d'un bleu presque irréel, trompeur, ce genre de bleu qui fait oublier que la mort peut surgir en quelques secondes. Dans le cockpit d'un F-4 Phantom II, le lieutenant-commandant Richard Adams scrute l'horizon à travers son viseur. Les moteurs grondent derrière lui avec une puissance sourde, presque animale. À ses côtés, dans le siège arrière, son officier radar, celui qu'on appelle le WSO, le Weapons Systems Officer, surveille ses instruments en silence. Puis d'un soudain, un signal. 2 points lumineux sur l'écran. Des MiG nord-vietnamiens. Ils arrivent vite. Adams serre les commandes. Il sait ce qui l'attend. Son F-4 est un monstre de technologie, l'avion de combat le plus avancé que l'Amérique ait jamais produit. 2 moteurs à réaction capables de le propulser à plus de 2 fois la vitesse du son. Un radar capable de verrouiller une cible à 50 km. Des missiles air-air conçus pour détruire n'importe quel avion ennemi sans même avoir à l'approcher. Sur le papier, c'est une machine invincible. Et pourtant, quelques secondes plus tard, le MiG est derrière lui. Il y a dans l'histoire de l'aviation militaire peu de paradoxes aussi saisissants que celui du F-4 Phantom II. Cet avion, considéré lors de sa conception comme l'apogée de la puissance aérienne moderne, célébré par la marine américaine comme le chasseur qui rendrait le combat rapproché obsolète, allait se retrouver au-dessus des rizières et des forêts du Vietnam, dangereusement vulnérable face à des avions soviétiques plus vieux, plus légers et bien moins sophistiqués. Un chasseur sans canon, un intercepteur conçu pour tuer à distance dans un conflit qui allait exiger exactement le contraire. Comment l'avion le plus puissant de son époque a-t-il pu devenir, dans un premier temps, un symbole de l'échec de la doctrine militaire américaine? Et comment, malgré tout, est-il parvenu à s'imposer comme le jet de combat le plus redoutable de la guerre froide? C'est cette histoire que nous allons raconter. Pour comprendre les failles du Phantom, il faut remonter à la fin des années 1940. La guerre de Corée vient de s'achever et l'aviation militaire américaine est en pleine mutation. Les combats aériens au-dessus de la péninsule coréenne ont montré que l'ère des hélices était définitivement révolue. Les jets règnent désormais sur le ciel et dans les états-majors de Washington, une nouvelle doctrine commence à s'imposer avec une conviction presque religieuse. L'avenir du combat aérien appartient aux missiles. Les progrès fulgurants de la technologie radar et des missiles à guidage infrarouge semblent promettre une révolution totale. Pourquoi s'approcher dangereusement d'un ennemi pour le mitrailler quand un missile peut le détruire à des dizaines de kilomètres de distance? L'idée du combat tournoyant, du dogfight à courte portée, paraît soudainement archaïque, presque romantique, un vestige d'une autre époque. C'est dans ce contexte intellectuel que McDonnell Aircraft Corporation reçoit en 1953 une demande de la marine américaine. La Navy cherche un nouvel avion d'attaque capable d'opérer depuis ses porte-avions. Pas un chasseur, un avion d'attaque. McDonnell propose alors un appareil à
2 réacteurs, robustes, capables d'emporter une charge d'armement considérable. Mais la marine change rapidement d'avis. Ce qu'elle veut, finalement, c'est un intercepteur, un avion capable de monter vite, de voler loin et de détruire des bombardiers soviétiques avant même qu'ils n'atteignent la flotte. Le projet évolue, se transforme, et ce qui en émerge en 1958 est quelque chose que personne n'avait tout à fait anticipé. Le F-4H-1, prototype de ce qui deviendra le F-4 Phantom II, effectue son premier vol le 27 mai 1958 à Saint-Louis, dans le Missouri. À bord, le pilote d'essai Robert Little. L'appareil impressionne immédiatement. Il est grand, immense même, pour un chasseur. Il pèse près de 18 tonnes à pleine charge. Ses 2 réacteurs General Electric J-79 rugissent, avec une puissance combinée de plus de 16 000 kg de poussée. L'avion grimpe à une vitesse vertigineuse et peut atteindre Mach 2,2 en palier, soit plus du double de la vitesse du son. Des performances extraordinaires pour l'époque. Mais ce qui frappe le plus les observateurs, c'est ce que l'avion n'a pas. Pas de canon, aucune mitrailleuse, aucune arme de tir direct intégrée dans la cellule. La doctrine a été claire. Le F-4 n'a pas besoin de s'approcher de ses ennemis. Il est conçu pour les détruire à longue distance grâce à ses missiles AIM-7 Sparrow à guidage radar et ses AIM-9 Sidewinder à guidage infrarouge. Dans l'esprit de ses concepteurs et des amiraux qui l'ont commandé, le Phantom est un tueur à distance, propre, efficace, moderne. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la guerre allait se charger de contredire toutes ces certitudes. Techniquement, le F-4 Phantom II est une œuvre d'ingénierie remarquable, mais aussi un appareil au compromis audacieux. Sa silhouette est immédiatement reconnaissable et, disons-le, peu conventionnelle. Les ailes sont inclinées vers le haut à leurs extrémités, selon un angle dièdre de 12 degrés. Le stabilisateur horizontal, lui, est incliné vers le bas. Cette géométrie étrange n'est pas le fruit d'un caprice esthétique. Elle répond à des exigences précises de stabilité et de maniabilité à grande vitesse. Mais elle donne à l'avion une allure presque tordue que les pilotes ne tardent pas à commenter avec un mélange d'humour et d'affection. Les 2 réacteurs J-79 sont le cœur battant du Phantom. Ils consomment du carburant à une cadence prodigieuse, mais ils offrent en échange une poussée brute que peu d'avions de l'époque peuvent égaler. En post-combustion, leur signature visuelle est spectaculaire. Une longue flamme orange et noire qui jaillit derrière l'avion, visible à des kilomètres. Ce qui est aussi, en combat, un inconvénient majeur. Les traînées de fumée noire caractéristiques des J-79 peuvent trahir la position du Phantom à grande distance. L'avion est conçu pour un équipage de 2 personnes, le pilote à l'avant, le WSO à l'arrière. Cette configuration est pensée pour gérer la complexité croissante des systèmes d'armes embarquées. Le radar AN/APQ-72, puis plus tard l'AN/APQ Q-SENT offre des capacités de détection et de verrouillage sans précédent. En théorie, le duo pilote-WSO forme une équipe redoutable capable de gérer simultanément la navigation, le combat et les systèmes d'armes. En pratique, il faudra du temps et beaucoup de pertes pour que cette équipe apprenne vraiment à travailler ensemble. Mais ce n'était que le début des problèmes. Les missiles, sur lesquels toute la doctrine du Phantom était fondée, se révèlent en conditions réelles beaucoup moins fiables qu'en essai. L'AIM-7 Sparrow, le missile radar semi-actif censé être la principale arme du F-4, exige que le pilote maintienne son radar verrouillé sur la cible jusqu'à l'impact. Dans un combat aérien réel, où les avions manœuvrent à des vitesses et des angles impossibles, cette contrainte est souvent fatale. Le pilote qui tente de maintenir son verrouillage radar se retrouve prévisible, vulnérable, une cible facile pour l'ennemi. Le taux d'échec des missiles lors des premiers engagements au Vietnam est consternant. Certaines estimations parlent de moins d'un missile sur 10 qui atteint réellement sa cible dans les premières années du conflit. L'AIM-9 Sidewinder, guidé par infrarouge, présente ses propres limitations. Il ne peut être tiré que depuis une position arrière ou quasi-arrière, ce qui implique déjà d'être dans une position favorable. Précisément ce que les pilotes de MiG s'emploient à éviter. Et par temps nuageux ou dans certaines conditions thermiques, sa fiabilité laisse également à désirer. Résultat, les pilotes de F-4 se retrouvent, dans les premières années de la guerre du Vietnam, à tenter de combattre des MiG-17 et des MiG-21 avec des armes inadaptées à la réalité du combat aérien au-dessus de l'Asie du Sud-Est. Et les MiG, eux, ont leurs canons. Le MiG-17 est un avion de la fin des années 1940, subsonique, beaucoup moins puissant que le Phantom sur le papier. Mais dans un combat tournoyant, dans ce duel circulaire que les aviateurs appellent le dogfight, sa légèreté et son agilité lui donnent un avantage considérable. Les pilotes nord-vietnamiens, entraînés par des instructeurs soviétiques et souvent très expérimentés, savent exactement comment exploiter les faiblesses du Phantom.
Ils cherchent à se rapprocher, à entrer dans ce que les Américains appellent la zone morte du radar, où les missiles ne peuvent plus être tirés efficacement. Et là, dans ce combat à courte distance, le MiG tire de ses canons ce que le Phantom ne peut pas faire. Le ratio de victoires aériennes américaines au début du conflit est décevant. Là où les stratèges avaient espéré des rapports de 10 pour 1, la réalité est bien plus modeste et par moments franchement inquiétante. Des avions modernes, pilotés par des aviateurs bien entraînés, sont abattus par des chasseurs technologiquement inférieurs. La honte est profonde et les questions qui émergent dans les salles de briefing et les cercles d'état-major sont aussi inévitables qu'inconfortables. La véritable transformation allait venir, mais elle passerait d'abord par un constat douloureux. En 1968, alors que la guerre du Vietnam entre dans une phase critique, la marine américaine décide de tirer les leçons de ses échecs. Un homme va jouer un rôle central dans ce changement, le commandant Frank Holt. Pilote de chasse expérimenté, analyste rigoureux, Holt est chargé de mener une étude approfondie sur les raisons du mauvais bilan des combats aériens américains. Son rapport, remis en janvier 1969 et connu sous le nom de rapport Holt, est un document brutal et lucide. Il identifie avec précision les problèmes, des missiles peu fiables, des procédures d'engagement inadaptées et surtout un entraînement au combat aérien rapproché qui a été quasi inexistant depuis des années parce que personne ne pensait qu'il serait jamais nécessaire. La recommandation centrale du rapport Holt est simple. Il faut réapprendre à se battre, pas à distance, de près. Il faut recréer des conditions d'entraînement qui simulent ça que le vrai combat avec des adversaires qui jouent le jeu de l'ennemi. C'est de cette conviction que naît, en 1969, le programme qui allait changer l'histoire de l'aviation de chasse américaine, le Top Gun. L'école de combat aérien avancée de la marine, installée initialement à Miramar en Californie, est fondée sur un principe révolutionnaire pour l'époque, soumettre les pilotes à des combats simulés contre des instructeurs qui imitent exactement les tactiques soviétiques. Des F-5, légers et agiles, jouent le rôle des MiG. Les pilotes apprennent à se battre dans des tournoyants serrés, à gérer la pression physique des virages à haute charge G, à trouver les failles dans les tactiques ennemies. Et ils apprennent, surtout, à connaître leurs propres avions, leurs limites autant que leurs atouts. Mais l'entraînement seul ne suffit pas. Il faut aussi corriger l'avion lui-même. Les versions ultérieures du F-4 commencent à intégrer des améliorations significatives. Le F-4E, introduit en 1967 et déployé massivement à partir de 1968, est doté d'une innovation qui aurait dû être présente dès le début. Un canon interne M60 et un Vulcan de 20 mm capable de tirer 6000 coups par minute. Ce détail, qui peut paraître trivial, change fondamentalement la nature du Phantom en combat rapproché. L'avion a enfin une arme adaptée au dogfight. Parallèlement, les missiles sont améliorés. Les versions plus récentes de l'AIM-7 et de l'AIM-9 sont plus fiables, plus rapides et plus efficaces dans des conditions de combat réelles. Les procédures d'engagement sont révisées et les pilotes, formés désormais dans la culture exigeante du Top Gun, arrivent au combat avec une préparation qualitativement différente de celle de leurs prédécesseurs. L'impact de ces changements est mesurable. Le ratio de victoires aériennes américaines s'améliore significativement dans la dernière phase de la guerre. Lors de l'opération Linebacker en 1972, la grande offensive aérienne américaine contre le Nord-Vietnam, les pilotes de F-4, mieux entraînés et mieux équipés, se montrent bien plus efficaces qu'ils ne l'avaient été 5 ans plus tôt. Ce n'est pas une transformation miraculeuse, c'est le résultat d'une réforme profonde, douloureuse, menée avec rigueur sur plusieurs années. Pour comprendre ce que le F-4 a vécu au-dessus du Vietnam, il faut entrer dans le cockpit. Il faut sentir la chaleur qui monte des réacteurs, la vibration sourde de la cellule à grande vitesse et ce mélange particulier d'adrénaline et de concentration froide que décrivent les pilotes de chasse quand ils évoquent leur métier. Les missions au-dessus du Nord-Vietnam ne ressemblent à rien de ce que les pilotes avaient appris dans leur manuel. Chaque vol de combat est un équilibre précaire entre agressivité et prudence, entre la nécessité d'atteindre l'objectif et celle de revenir vivant. Les pilotes qui volent sur le F-4 dans ces années-là forment une communauté à part. Ils partagent une camaraderie forgée dans l'adversité, un langage propre, des codes de conduite non écrits mais profondément intériorisés. Beaucoup sont des pilotes de la marine ou de l'armée de l'air aux formations différentes, aux cultures institutionnelles parfois rivales, mais qui se retrouvent dans un même cockpit face aux mêmes dangers. L'une des missions les plus caractéristiques du F-4 au Vietnam est celle de l'escorte des bombardiers. Chaque raid important sur des cibles nord-vietnamiennes, ponts, dépôts de carburant, installations militaires, nécessite une couverture de chasseurs. Ce sont les F-4 qui assurent ce rôle. Ils doivent protéger les lourds bombardiers B-52 ou les chasseurs bombardiers F-105 contre les MiG, tout en évitant eux-mêmes les missiles solaires qui parsèment le ciel nord-vietnamien.
C'est un exercice de coordination complexe, exécuté dans des conditions de stress extrêmes, souvent avec des communications radio saturées et des informations incomplètes. Les missions de suppression des défenses aériennes ennemies, les tristement célèbres missions Wild Weasel, impliquent également des F-4 dans des rôles d'escorte et de soutien. Ces missions, parmi les plus dangereuses de la guerre, consistent à attirer et détruire les batteries de missiles solaires soviétiques SA-2 qui font des ravages parmi les avions américains. Les équipages qui les volent savent qu'ils sont des cibles délibérées, pas d'une ignorance du danger. Leur courage est celui d'une acceptation consciente du risque. Il y a des noms qui reviennent dans l'histoire du F-4 au Vietnam, des hommes dont les parcours illustrent à la fois la grandeur et les contradictions de ce conflit. Steve Ritchie est l'un d'eux. En 1972, cet officier de l'armée de l'air américaine devient le seul pilote américain de la guerre du Vietnam à être officiellement reconnu comme as de l'aviation, avec 5 victoires aériennes confirmées, toutes obtenues aux commandes d'un F-4 Phantom. Son histoire est celle d'un pilote qui a su apprendre de l'expérience collective de ses prédécesseurs, adapter ses tactiques et exploiter les forces réelles du Phantom plutôt que de se battre contre ses limites. Chuck de Bellevue, son WSO, sur plusieurs de ses missions, accumule lui aussi 6 victoires, le total le plus élevé de la guerre pour un Américain, obtenu depuis le siège arrière. Ces deux hommes incarnent le nouveau modèle de l'équipage de F-4, une véritable équipe où le pilote et le WSO travaillent en parfaite coordination, chacun apportant ses compétences au profit de l'ensemble. Les statistiques de la guerre du Vietnam dessinent un tableau nuancé du Phantom. Sur l'ensemble du conflit, les F-4 américains sont crédités d'environ 107 victoires aériennes pour une soixantaine de pertes au combat contre des avions ennemis. Ce ratio, qui avoisine 1,7 pour 1, est loin des espoirs initiaux, mais il reflète aussi une amélioration réelle par rapport aux premières années. Il faut également tenir compte du contexte. Le F-4 opérait souvent sous des règles d'engagement extrêmement restrictives, imposées par Washington pour éviter les incidents diplomatiques qui l'empêchaient parfois de tirer en premier, même lorsqu'il avait la possibilité de le faire. Les pertes totales de F-4 au Vietnam sont importantes. Environ 362 appareils perdus au combat pour les seules forces américaines, auxquelles s'ajoutent les pertes non-combat. Ces chiffres doivent être mis en perspective. Le F-4 a volé un nombre colossal de missions dans des conditions extrêmement hostiles face à l'un des systèmes de défense aérienne les plus denses jamais déployés. La grande majorité des pertes ne sont pas dues à des MiG, mais aux missiles solaires et à la défense antiaérienne au canon. Il serait tentant, et certains l'ont fait, de conclure que le F-4 Phantom II était un avion raté, victime d'une doctrine erronée et des illusions technocratiques des années 1950. Ce serait une erreur de jugement. Le Phantom était un appareil extraordinaire, dont les défauts initiaux étaient davantage le reflet des limitations de la pensée militaire de son époque que de failles fondamentales dans sa conception. Quand les conditions d'utilisation ont été adaptées, meilleur entraînement, équipement amélioré, doctrine révisée, l'avion a montré ce dont il était réellement capable. Il faut aussi souligner que le Vietnam n'était pas le seul théâtre où le F-4 s'est illustré. En Israël, l'armée de l'air a reçu ses premiers Phantom en 1969 et les a engagés avec une efficacité remarquable lors de la guerre d'usure contre l'Égypte, puis lors de la guerre du Kippour en 1973. Les pilotes israéliens, dont la culture de l'entraînement au combat rapproché était déjà excellente, ont su exploiter les capacités du Phantom bien mieux que leurs homologues américains ne l'avaient fait au début du Vietnam. Les victoires aériennes israéliennes sur F-4 comptent parmi les plus impressionnantes de l'histoire de l'aviation de combat de l'après-guerre. L'Iran du Shah a également opéré des F-4 et ces appareils ont joué un rôle dans la guerre Iran-Irak des années 1980. Parfois dans des conditions logistiques extraordinairement difficiles compte tenu de l'embargo sur les pièces détachées qui suivit la révolution islamique de 1979. Le fait que certains de ces appareils aient continué à voler malgré tout est un témoignage étrange et involontaire de la robustesse fondamentale de la conception. Il faut aussi démythifier quelques idées reçues. Le F-4 n'était pas un échec au Vietnam. Il n'était pas non plus invincible. C'était un avion de son temps, déployé dans un conflit qui a brisé presque toutes les certitudes doctrinales de son époque. Sa trajectoire, de l'intercepteur sans canon à l'avion de combat polyvalent le plus utilisé du monde occidental, est celle d'une adaptation, douloureuse mais réelle, à des réalités que les théoriciens n'avaient pas su anticiper. Le F-4 Phantom II a été construit à plus de 5195 exemplaires entre 1958 et 1981. Il a servi dans 11 forces aériennes différentes à travers le monde. Il a établi, entre 1959 et 1962, pas moins de 15 records mondiaux de vitesse
vitesse, d'altitude et de montée. Des records qui ont souvent supplanté ceux établis par des avions spécialement conçus pour battre des records, et non pour combattre. Ces chiffres témoignent de l'ambition et de la réussite technique de ses concepteurs chez McDonnell. La carrière opérationnelle du Phantom s'étire sur plusieurs décennies. Dans certaines forces aériennes, l'avion vole encore aujourd'hui, notamment en Grèce et en Turquie, où des versions modernisées continuent d'assurer des missions d'interception et de reconnaissance. C'est une longévité remarquable pour un avion conçu dans les années 1950, et elle s'explique par la solidité fondamentale d'une cellule bien dimensionnée, capable d'absorber des améliorations successives sans perdre ses qualités essentielles. Le F-4 Phantom II nous laisse au fond une leçon qui dépasse largement le domaine de l'aviation militaire. C'est la leçon de la confrontation entre la théorie et la réalité, entre les certitudes du bureau d'études et les exigences imprévisibles du combat. Aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut à elle seule anticiper et résoudre tous les problèmes qu'un conflit réel va poser. Les hommes qui pilotent ces machines, qui les entretiennent, qui élaborent les doctrines d'emploi, ce sont eux qui déterminent en dernière analyse si un avion sera ou non à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Le Phantom aurait pu rester dans l'histoire comme le symbole de l'arrogance technologique américaine, de la conviction que la supériorité matérielle peut se substituer à la compétence tactique. Il en est devenu, au contraire, le symbole inverse, celui d'une institution capable, malgré les rigidités bureaucratiques et les résistances culturelles, de se remettre en question, d'apprendre de ses erreurs et d'en sortir transformé. Le Top Gun, né de la honte des premières années du Vietnam, est devenu l'une des meilleures écoles de combat aérien du monde. Et cette institution existe encore aujourd'hui avec les mêmes principes fondamentaux que ceux posés par Frank Hall et ses collègues à la fin des années 1960. Il y a quelque chose de profondément humain dans l'histoire du F-4 Phantom II. Ce n'est pas l'histoire d'un avion parfait, c'est l'histoire d'un avion imparfait utilisé par des hommes imparfaits dans une guerre complexe et douloureuse qui ont fini par trouver, à force de courage, de réflexion et d'humilité, comment transformer les failles de leur machine en quelque chose qu'ils pouvaient maîtriser. Et dans ce récit-là, il y a une grandeur discrète, moins spectaculaire que les exploits individuels, mais peut-être plus durable. Quand le dernier F-4 américain a été retiré du service actif en 1996, les pilotes qui avaient volé sur lui portèrent dans leur mémoire des décennies d'histoire. Le rugissement des J-79 en post-combustion, la silhouette reconnaissable entre toutes avec ses ailes cassées et sa queue tombante. Les nuits passées à préparer des missions au-dessus de territoires hostiles. Et cette vérité simple, apprise à un prix parfois terrible, que la technologie est une promesse, jamais une garantie, et que c'est toujours l'homme, au bout du compte, qui fait la différence. Le F-4 Phantom II n'était peut-être pas le chasseur parfait, mais il était, sans aucun doute, l'avion qui a le plus profondément transformé la façon dont l'Amérique pense le combat aérien. Et pour cela, sa place dans l'histoire est assurée, non pas malgré ses imperfections, mais en partie grâce à elle. Sonnet 4,6